remercier la Fédération 3977 de son invitation et je vais essayer de vous parler du huis clos. Alors, on a tous été confrontés lors d'écoutes à des situations de huis clos, et comme vous le voyez, je ne suis pas psychologue, et donc je laisserai en partie de côté les dimensions intrapsychiques de cet état, mais je vous donnerai des références. Alors, le huis clos, c'est une situation qui est connue depuis bien longtemps, et nous en sommes des spectateurs. Beaucoup de systèmes utopiques décrits dans les huis clos étatiques. Ça commence avec l'Utopia de Thomas More en 1516. Il est fondateur du mot utopie. Et la nouvelle Atlantide de Bacon, à peu près un siècle après. Et puis pour finir, nous autres, de Zamiatine en 1920. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'utopies encore plus proches de nous. On est des spectateurs. Ça se passe dans des îles ou dans des structures très fermées. Pourquoi je reprends Zamiatine ? Parce que son utopie est une utopie de la transparence. C'est un mot que nous avons déjà entendu dans la bouche de notre ministre. Mais il n'y a pas que. La télé-réalité crée des univers de huis clos dont les règles de fonctionnement sont fixées, et puis les séries télévisées, les romanciers, les auteurs de théâtre, les dramaturges, les films nous font voir des univers de huis clos. Mais ne nous y trompons pas, quand Sartre conclut huis clos en faisant dire à Garcin « l'enfer, c'est les autres », il pointe la question de l'intersubjectivité et de la qualité de nos rapports avec autrui. Il dit encore, le même Garcin, « Aucun de nous ne peut se sauver seul. Il faut que nous nous perdions ensemble ou que nous nous tirions d'affaire ensemble. » Ce qu'on pourrait traduire par la rupture du huis clos vient de l'intérieur, mais cette rupture touchera tous les protagonistes du huis clos. Essayons, dans un premier temps, de penser le huis clos dans la société. Bien sûr, à l'origine du mot huis clos, il y a l'espace du tribunal. Il s'agit là de ne pas faire courir le risque de troubles à l'ordre public. Le huis clos du tribunal, en ce sens, ménage un espace de protection. Mais le huis clos peut revêtir toute forme de dimension. Le huis clos d'État, comme ces pays dans lesquels il est impossible d'entrer ou de sortir. Je vise en particulier, par exemple, la Corée du Nord. Le huis clos définit ainsi une totalité, univers du totalitarisme, pour reprendre les mots d'Emmanuel Lévinas. La loi qui donne tous les pouvoirs, y compris pour une structure créée par l'État, celui de s'auto-évaluer, va aussi permettre l'émergence d'un fonctionnement en huis clos, excluant le regard de la société civile. Les sectes, les religions peuvent aussi constituer des modes de huis clos pour ceux qui en respectent les règles au sens le plus littéral. L'univers du tout informatique et la raréfaction de l'humain en face de soi sont générateurs, par leur exclusion des non-sachants, de huis clos. Notre société a inventé le principe de précaution, aujourd'hui dévoyé dans son application à l'individu. Ce principe est devenu une méfiance généralisée, génératrice d'un refus de l'autre, d'un renfermement chez soi, d'autant plus que les personnes âgées sont réputées vulnérables. Les médias se font le relais de toutes les catastrophes mondiales, de tous les faits divers les plus sordides. Si dans ce monde menaçant, l'entourage de la personne âgée s'estime gardien de la sécurité, alors on s'en remet à l'entourage pour se protéger. Rétrécissons donc la taille du huis clos pour aborder le huis clos au sein de la famille. Pour les centres Alma, l'espace du huis clos est celui de la famille. Une famille porteuse d'une histoire, de secrets, d'une famille réputée protectrice, mais qui ne l'est pas toujours et ne l'a pas toujours été. C'est alors la définition de la famille, du clan, de la tribu qu'il faut interroger et l'intégrer comme des poupées russes dans le champ plus large de la culture, des usages, de la religion, des croyances. Le huis clos, c'est une situation complexe à manier avec prudence. Mais là, je ne vous apprends rien du tout. On pourrait globalement distinguer deux grandes formes de huis clos. Parents-enfants, alors essentiellement mère-fille, pour des raisons, là encore, culturelles. Grands-parents, petits-enfants, couple homme-femme,
dans lesquels, en miroir, chacun est l'alibi de l'autre pour rester ensemble. Je pense à une situation qu'on traite actuellement. La séparation corporelle ne semble jamais avoir eu lieu, le lien familial est plus que très fort. Et puis il y a le huis clos, et là on est, en tout cas nous à Paris, en difficulté, le huis clos avec un pervers narcissique parce qu'on est alors dans la pathologie psychiatrique. Et puis enfin, pour rétrécir encore la taille du huis clos, il y a celui dans lequel le sujet s'enferme en lui-même, le huis clos de soi en soi, envahissement de la sphère psychique par une pensée qui empêche toute perception du monde réel, l'univers des personnes avec des troubles cognitifs qui les font vivre dans un autre temps, dans d'autres lieux, spatio-temporalité qui ne nous est pas accessible ou qui nous l'est peu, constitue aussi une forme de huis clos. Et on est là dans la pathologie gériatrique. Donc, quand on dit pathologie, on voit bien qu'on se tourne vers éventuellement des solutions scientifiques. Dans l'espace matériel du huis clos, la porte est fermée. Il y a ceux qui sont de chaque côté. La barrière n'est pas perméable, rien ne rentre, rien ne sort. Le huis clos pose la question de la limite de l'espace privé, de l'intimité. Tout se passe comme si deux réalités s'opposaient, avec un ennemi au dehors dont il faut être protégé. Le huis clos construit alors une réalité alternative qui peut se vouloir protectrice, mais qui est aussi destructrice. Cela fut-il de la part de celui qui l'a créé avec une certaine dose de perversité. Solitude, isolement deviennent conséquences du huis clos. Chaque membre participant au huis clos veut se protéger d'un événement enfoui, ou que l'on croit enfoui, d'un événement qui a fait souffrir, qui ne doit pas être mis en mots, événement réel ou fantasmé, qui doit être à l'abri du regard des autres, qui portent la honte. Ou bien, le huis clos se construit sur un mensonge avec lequel la famille s'est construite, avec une rancune accumulée au fil du temps. Tout ceci est à l'œuvre dans la construction du huis clos de façon consciente ou non. On voit bien ici la place des psychologues dans la résolution de ce type de situation et le temps qui leur sera nécessaire pour tenter de dénouer ce huis clos, si tant est qu'il soit dénouable. L'intimité, c'est un espace culturellement dépendant qui s'est créé au fil de la vie, en commençant par l'espace dans lequel on ne pénètre pas sans y être invité. Un espace qui a permis la construction de soi par la limite qu'on donne aux autres, intimité personnelle, intimité à deux, intimité familiale, intimité groupale. Les aidants, les soignants interviennent dans cet espace et pénètrent le huis clos. Ils s'immiscent dans l'intimité. Là, les aides à domicile seront mises en échec ou seront contraintes à une complicité avec celui qui a mis en place le huis clos. Et souvent, cette complicité, elles ne s'en rendront pas même compte. Là, dans cette EHPAD, les soignants ne feront jamais correctement leur travail et seront accablés de reproches. Bien sûr, c'est encore une fois la tentative d'effraction de cette intimité du huis clos. Ici encore, les services sociaux envoyés resteront sur le paillasson, la porte ne sera pas ouverte. Il existe aussi un espace temporel du huis clos. Certains moments de la vie vont ouvrir des possibilités de huis clos. Le départ à la retraite, l'annonce d'une maladie chronique ou dégénérative, les remaniements familiaux avec des deuils ou des éloignements. Alors, pour se protéger et pour protéger l'autre, le huis clos peut se mettre en place. On connaît tous le huis clos temporel du film Goodbye Lénine en 2003, qui est absolument typique du huis clos du temps suspendu. Et pour supprimer le temps, comment fait-on ? Le courrier, le téléphone sont confisqués, puis les visites de la famille, des amis, qui sont jugées trop fatigantes. Ces visites sont restreintes et puis elles sont interdites. Il existe aussi, bien sûr, un espace psychique du huis clos qui nous interroge. Il y a des protagonistes. Un groupe qui impose, le groupe peut être réduit à une personne, bien sûr, un groupe qui subit,
et l'œil du dehors qui voit qu'il y a huis clos. C'est la télé-réalité de Loft Story, dont l'icône était cet énorme œil, souvenez-vous, 2001. Comment le huis clos peut-il s'installer ? Parce que c'est peut-être là qu'il y a des possibilités d'intervention. Au nom de quoi est-il possible d'accepter l'enfermement de son corps et de son esprit ? Comment peut-on accepter de vivre avec celui ou ceux qui ont une telle emprise sur vous que votre capacité de penser est réduite à néant ? Ce qui ne se pense pas n'a aucune raison de se dire, et ce qui ne se dit pas n'existe pas. Le huis clos, c'est la négation de l'altérité, négation du moi de l'autre. Ce sont ces familles qui mettent des caméras partout au cas où il arriverait quelque chose. Soit, mais tout est question de limite entre protéger, surprotéger et abuser de surveillance. Quelle responsabilité chacun s'attribue-t-il dans l'histoire de l'évolution familiale et quelle place tient-il ? Qui se substituera à qui en cas de disparition ? On a une irruption des fils aînés qui remplacent les papas décédés. Des conflits de loyauté vont être sous-jacents. Peut-on dénoncer un fils, une fille ? Loyauté des parents et des enfants, fidélité absolue. L'enfant qui s'occupe de ses parents ne peut sûrement pas consciemment penser leur mort, qui sera pour lui le moment de l'ouverture vers la liberté, liberté qu'il peut attendre avec impatience. Mais il y a aussi les parents diviseurs, qui dressent les enfants les uns contre les autres, créant des dettes des uns envers les autres. Et on le sait, Marcel Mauss l'a bien montré, une dette doit toujours être payée, c'est donner, recevoir et rendre. Va donc s'installer une relation de domination-soumission, au prix de violences psychiques et ou physiques, mais chacun va tirer bénéfice de la situation, consciemment ou non, de l'enfant qui se venge aux parents qui se rachètent. Du côté de celui qui met le huis clos en place, il peut y avoir un intérêt matériel qui apparaîtra au premier rang. Mais quels sont les moteurs conscients ou inconscients du protecteur ? Maîtriser la situation, maîtriser la vie de l'autre, son temps, son espace, décider pour lui parce qu'il est présupposé qu'il ne pourra pas entendre, comprendre, accepter. La relation d'emprise sur l'autre a pour corollaire la violence sous toutes ses formes. Du côté de la victime, où la passivité trouve-t-elle son origine ? Est-ce le mode d'économie psychique décrit par Freud ? Peut-on encore se révolter quand on n'en a plus la force physique ? Alors la victime, elle se tait, elle paye, et c'est juste, c'est une obligation morale. Pour un approfondissement psychologique de la situation, je vous renvoie à un bouquin publié en 2014. Il s'appelle « Vieillir en huis clos » et il est signé de 2 psychologues, José Pollard et Patrick Links. Alors, pour conclure, pour essayer de terminer, lever le huis clos. Dans notre position d'écoutant, la situation de huis clos est rapportée par un voisin, par un membre de la fratrie qui est exclu, par un ami ou par des intervenants à domicile. Pour les voisins, ce qui se passe dans le huis clos est par définition imaginé, interprété, voire fantasmé, au sein d'un espace privatif fermé auquel, bien sûr, ils n'ont pas accès. Le voisin peut exprimer un doute. Est-ce que ce que je crois est vrai ? Et puis très vite, on voit arriver « est-ce que ça me regarde ?» Et puis encore « mais est-ce que je ne me mets pas en danger ?» en vous révélant cette situation. Pour les membres de la famille, la dénonciation du huis clos est encore plus complexe, car c'est l'histoire de la famille qui est souvent en cause, règlement de compte, jalousie, et puis aussi assez souvent crainte de voir de l'argent détourné. C'est beaucoup moins glorieux. Pour les intervenants à domicile, les faits rapportés sont ce qu'ils ont observé, les menaces dont ils ont pu être les victimes. Mais ils expriment eux aussi, en dénonçant la situation, la crainte du licenciement. Et il est assez fréquent qu'ils nous demandent l'anonymat. Globalement, le huis clos est une menace, même pour l'extérieur, quand on veut le dénoncer.
Dès lors qu'il est porté à notre connaissance, se pose la question de notre rôle dans l'ouverture du huis clos. Qui faut-il alerter? Les services sociaux, la police, le procureur, ou qui sait d'autre encore? Ouvrir un huis clos est probablement l'action de tous les dangers, car toutes les relations entre les protagonistes vont être bouleversées. Sans connaître les événements qui ont permis leur construction, sans connaître les bénéfices que chacun tire de la situation. Alors nous, tiers externes, pouvons-nous ouvrir un huis clos au risque de déchaîner des violences physiques et surtout psychiques pires que celles existant déjà? Peut-on ouvrir un huis clos sans la participation du protagoniste soumis? La chance d'ouvrir un huis clos, c'est de saisir la parole de ce protagoniste au moment où elle s'exprime vers nous comme un acte. Mais pour clore, je vous raconterai une situation que nous avons rencontrée. Tout le monde est d'accord, l'officier de police judiciaire doit passer le lendemain. Oui, j'ouvrirai ma porte. Le lendemain, l'officier de police judiciaire arrive, on lui dit « Ah, mais on n'a pas besoin de vous, tout va très bien ici », et on lui claque la porte au nez. Donc ouvrir un huis clos est vraiment une situation critique parce qu'elle est de maltraitance et de violence. Mais comment fait-on? Eh bien, j'en appelle à votre aide. Merci beaucoup.